Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Cercle Polar New Look en vidéo. C'est une série. Et en alors. live, oui. Faites attention parce que vous êtes, on vous voit. Donc bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Vous êtes en pleine forme? À pleine forme. Bon, très bien. Avec Alors, plein de livres. on vous emmène à la campagne en fait aujourd'hui. Le rural noir, on pourrait dire comme ça, c'est la traduction du country américain. Rural noir, en fait, c'est une tendance effectivement dans le polar français qu'on voit de plus en plus. C'est pas massif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de romans noirs qui se passent en fait à la campagne, en dehors des villes. Et ça n'est pas étonnant puisqu'évidemment la crise économique, la crise sociale que nous vivons touche particulièrement ces endroits qu'on appelle aussi la périphérie, etc. etc. Oui. On avait parlé, comme ça, on n'avait pas invité, mais on avait parlé l'année dernière dans le Cercle Polar d'auteurs comme ça, de rural, de ce qu'on appelle rural noir, un peu de façon bizarre. Voilà, alors le Franck Bouys, par exemple, oui, un auteur très intéressant, Nicolas Mathieu, dont le roman se passait dans les Vosges. Justement, entre la campagne et la ville, voilà, exactement. Très intéressant. Benoît Mainville aussi avec Rural Noir, la série Noire l'année dernière et tout. Et donc là, on va vous proposer 3 romans. Et le premier, en fait, est américain. Et c'est vrai que cette tendance qui mélange d'une certaine manière le nature writing et le roman noir est une tendance très, très forte aux États-Unis. C'est très courant. Et là, on a trouvé un nouvel auteur, en fait, qui est publié par Albin Michel dans la très, très bonne collection de Francis Geffard, Terre d'Amérique. Il s'appelle Christian Kiefer et c'est son en fait deuxième roman, mais le premier traduit en français, s'appelle Les Animaux. Alors Christine, vous l'avez particulièrement remarqué puisque c'est vous qui avez attiré mon attention sur ce livre. Et j'en suis fière. Et vous en êtes très fière, oui, vous avez raison. Alors peut-être vous pourriez nous dire d'un mot où se passe ce roman Les Animaux et le départ de l'intrigue, disons. Alors, comme vous prononcez très très bien nature writing, je vais dire que c'est dans l'Idaho, enfin dans l'Idaho, quoi. Oui, l'Idaho. Donc voilà, dans les Rocheuses, au nord des États-Unis. Et dans un milieu, effectivement, où la forêt est extrêmement importante et où on rencontre tout de suite Bill qui a pour charge de... comment ça s'appelle, un refuge pour animaux blessés, et donc on le voit partir sur la route parce qu'il y a un animal qui a été blessé par un camion. Et on voit tout de suite un petit peu quelle est l'atmosphère de ce livre où les animaux, la forêt et les hommes ont une importance capitale. Et ce refuge qui montre toute la générosité de Bill est en fait un lieu à la fois de drame et de rédemption. J'hésite à en dire trop parce que c'est vrai que Bill est un personnage un peu double, qu'on est aussi dans une histoire qui est finalement une histoire assez classique, c'est-à-dire que Bill a un passé, son passé lui revient à la figure et il doit l'affronter et c'est extrêmement fort. Et puis les animaux aussi ont une importance capitale et entre autres l'ours, cet ours très vieux. Oui, qui vous a beaucoup plu, je crois. Exactement, je rêve de gratter moi aussi la tête d'un ours de 35 ans qui s'appelle Magère. Ursophile, mais j'avais déjà remarqué ça. Oui, c'est exactement. Ça. Alors en fait, oui, c'est ça, c'est que on est dans un univers assez apaisé. D'ailleurs, c'est pas par hasard, je pense que la compagne de Bill s'appelle Grace, hein, parce qu'en fait, Bill a eu un passé tumultueux qui va lui revenir à la figure parce qu'il a un ancien meilleur ami qui sort de prison et qui vient dans sa vie. On est dans le classique polar typique et en même temps dans toute autre chose. Et alors, faut le dire parce qu'en fait, ce qui est très intéressant d'abord, c'est moi je trouve la construction du roman. C'est-à-dire, il a une manière de mêler le présent et le passé, de faire surgir à certains moments à différentes strates du passé qui vient complètement occuper le présent. C'est extrêmement habile la manière dont il le fait. Oui, et puis de changer effectivement du je au tu, de montrer la dualité des personnages en fait, parce que Bill c'est aussi quelqu'un d'autre. Il y a le je, il y a le tu, il y a le il. C'est tout à fait
vraiment très très réussi, puis une très belle écriture. Très belle écriture. Une écriture qui est lyrique sans trop, quoi. C'est ça qui est beau. Oui, c'est ça. Le tu, moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que c'est souvent à la troisième personne du singulier, donc le point de vue du narrateur, mais c'est vrai que le tu intervient à plusieurs moments. Il est très intéressant. Cette deuxième personne du singulier, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle oblige le lecteur à se mettre dans la peau du personnage. Et comme on est dans un personnage contradictoire, dans un personnage complètement tiraillé, dans un personnage qui est en crise existentielle et morale, le tu oblige le lecteur, et ça c'est très très fort, on le ressent très profondément, on est vraiment au cœur même de la crise de ce personnage. Et puis cette forêt qui au départ donne l'impression qu'elle est en train de protéger et les hommes et les animaux, n'est plus seulement un refuge, mais un personnage à part entière, avec une espèce de protection et de lourdeur, de danger et de douceur. C'est fascinant, et puis on sent la température, on sent le froid, il y a ces odeurs de bêtes aussi qui sont là, extrêmement prégnantes. Et puis cette écriture qui est à la fois descriptive et qui ne cherche pas à se pousser du col, c'est ça qui est... Il y a une grande subtilité psychologique dans cette écriture-là, avec ce personnage et tous les autres. C'est vrai que la métaphore de la forêt, moi aussi, m'a beaucoup frappé, parce que ça se passe donc, ce refuge, c'est dans une nature très, très sauvage, hein. On est dans les Rocheuses, les voisins sont loin, et il y a cette présence de la forêt, avec la dualité, en fait, c'est le sauvage bienveillant, accueillant, et puis qui, au fur et à mesure du livre, va devenir de plus en plus inquiétant et même hostile. Donc il y a toujours ce tiraillement entre nature hostile, nature bienveillante, bien et mal, passé, présent. C'est très très subtil, c'est très intéressant. Et jusqu'à la fin, dont on ne dira rien évidemment, mais jusqu'à la fin qui prend vraiment, qui est assez... comment dire, on est à la fois dans le personnage et à côté, on est avec l'auteur qui dans la description. Enfin, c'est vraiment un livre exceptionnel, je trouve. Oui, et puis moi j'aime beaucoup cette manière, vous l'avez dit, mais de faire exister à la fois les personnages et les animaux. Oui, car j'ai parlé de l'ours, mais il y a les loups, il y a toutes ces bêtes comme ça qui ont souffert par les hommes et qui souffriront toujours. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est un auteur qu'il va falloir suivre, donc qui s'appelle Christian Kiefer. Son livre s'appelle Les animaux. En français, ça paraît chez Albin Michel. Et c'est traduit magnifiquement par Marina Borasso. Voilà, Marina Borasso. Et on va passer à un autre livre, Christine, maintenant. Je tourne comme ça. Peut-être celui de Sandrine Colette. Si vous voulez. Le nouveau. Alors Sandrine Colette, on la connaît bien, on a parlé souvent d'elle dans Cercle Polar. C'est son 5e roman, en fait. Alors, je vais le montrer. Ça s'appelle Les larmes noires sur la terre, et c'est publié chez De Noël dans la collection Sueur froide. Alors, en fait, on est là dans un futur assez proche. Oui. On est à la périphérie des villes, c'est pas vraiment la campagne, c'est une espèce de monde hors sol. En fait, c'est terrifiant parce que c'est un monde qui a été créé, c'est une espèce de bidonville, en fait, on pourrait dire comme ça, où sont parqués, il n'y a pas d'autre mot, les perdants, les exclus, les pauvres, les déshérités de la société, tous ceux qu'aujourd'hui on appelle horriblement, je pense à des gens comme Vauquier, etc., qui parlent de l'assistanat, qui parlent des assistés. Oui, c'est terrible. Et en fait, ce lieu, c'est la casse, parce qu'en fait, c'est une casse de voiture, et les gens, en guise de logement, en fait, on leur donne des vieilles bagnoles. C'est donc une espèce de ville de vieilles bagnoles. Oui, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on n'est ni tout à fait dans la ville, parce qu'on ne veut pas de ces gens dans la ville, puisqu'ils sont, ce sont des naufragés, et ni tout à fait à la campagne, parce que la campagne, c'est encore trop beau pour eux, il n'y a rien de bucolique dans ces lieux-là. Mais en même temps, ces gens qui sont des assistés doivent gagner aussi leur vie, et donc aller travailler dans la campagne, aller cultiver la terre pour subsister, pour quelques centimes qu'on leur jette pour ce qu'il faut. Oui, parce qu'en fait, on leur paye la journée 2 € ou 3 €. Ouais. Et au milieu de ce marasme, dans cette casse, arrive un personnage qui est, je pense qu'on doit dire Moé. Moé, oui, elle vient de Papeete. Qui vient des îles et qui a tout raté, quoi, qui a
qui est une jeune fille qui s'est fait balader par les hommes, qui se retrouve seule avec son enfant très jeune et qui est jetée un peu dans cette casse. Les services sociaux. Et parce que les services sociaux, c'est presque une prison, donc elle ne peut pas y échapper à ce lieu-là. Et petite lueur d'espoir, elle se retrouve donc avec son numéro de voiture 1300, je ne sais pas quoi, au milieu de femmes et d'un groupe de femmes qui sont là, qui ont décidé de vivre ensemble, de partager et la misère et les moments de quelques douceurs pour essayer de survivre. Et c'est cette vie quotidienne avec ces femmes-là, pour résumer, puis on n'ira pas au-delà. On a un commentaire de Juliana, un futur apocalyptique, on dirait, bah oui, c'est ça, c'est vrai. C'est une apocalypse tout près de nous. Oui, on a l'impression qu'on regarde le présent, c'est pas de la SF, on tire juste comme ça un tout petit peu le trait un peu plus loin et on arrive à une société qui nous pend au nez si on n'y prend pas garde. Alors, c'est vrai qu'on va se retrouver, en fait, avec Moé, on la suit, c'était le personnage principal, mais il va y avoir d'autres femmes, puisque vous l'avez dit, elle se retrouve dans un quartier, en fait, de cette ville où il y a des femmes, il y a notamment une femme qui s'appelle Ada, qui est elle est un peu plus âgée que les autres, elle est jeune quand même, mais elle est un peu plus âgée que les autres. Elle vient d'Afghanistan, elle en sait plus que les autres. Elle est phytothérapeute, donc elle soigne un peu tout le monde, donc elle est très respectée pour ça. Il y a une autre femme qui s'appelle Poule, elles ont toutes des surnoms, qui elle a survécu aux attentats de novembre 2015 où son compagnon a été tué. Donc elle est partie en roulotte à travers l'Europe, elle est paumée et finalement elle se retrouve là. Elles ont toutes des vies comme ça un peu à la fois chaotiques, tumultueuses et ce regroupement de hasard leur donne une certaine générosité parce qu'elles n'ont plus rien à perdre. Voilà. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est que d'abord, c'est un roman très politique. Je pense que ça s'entend dans ce qu'on dit. C'est un roman extrêmement noir, puisque tous les parcours de ces femmes est en fait terrifiant. Mais il y a quand même il y a de la lumière, parce qu'il y a une belle solidarité entre ces femmes. Oui, il n'y a pas beaucoup d'hommes d'ailleurs, il me semble. Alors, bon, on n'a rien préparé, mais j'ai cru comprendre que les hommes, dans cette histoire-là, vous les trouviez un peu absents, Michel. D'abord, il n'y a aucun personnage important homme, ça c'est une première chose, mais surtout, c'est vrai qu'au bout d'un moment, au fur et à mesure que je lisais le livre, mais je dis, il ne va jamais y avoir un mec qui va quand même sauver la confraternité. Ils sont tous plus horribles les uns que les autres, c'est vraiment des bêtes, quoi, tous. Et donc, au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis dit, peut-être qu'elle aurait pu quand même, ou alors Sandrine Colette a une image de la jante masculine assez sombre. Oui, enfin, bon. En même temps, c'est un enfant, un garçon que Moé a eu, qui s'appelle Côme, un prénom à la fois symbolique et magnifique. Donc, il y a quand même un garçon à sauver dans cette histoire, ou presque. Oui. On ne dira rien de la fin, mais bon. Et moi, j'ai trouvé que Sandrine Colette a fait un livre plutôt plus gros, où il y a que d'habitude, un peu plus épais, plus long. Et peut-être que... Cette fois, le seul reproche que je lui ferai à ce livre-là, c'est justement d'avoir quand même quelques longueurs. Il y a une grande force psychologique, il y a une formidable description des lieux, il y a cette solidarité féminine est très belle, il y a une fin d'une violence extrême il y a des moments où on est pris aux tripes par tout ça, on y croit absolument, mais parfois, et entre autres dans ces inserts de portraits de femmes, j'ai trouvé que peut-être que ça aurait pu être un petit peu resserré. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que en fait, le roman est composé par le récit qu'on a expliqué. Donc, à partir de l'arrivée de Moé, qu'est-ce qui va se passer? Parce que donc elles sont obligées de travailler, Moé va être obligé de se prostituer, etc. Il se passe quand même un certain nombre de choses assez terrifiantes. Mais c'est vrai que le roman est interrompu régulièrement pour raconter l'histoire d'Ada, l'histoire de Poule, l'histoire de Marité, etc. Et j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, ça faisait un peu système, que ça cassait un peu le récit, qu'il y avait quelque chose là au niveau de la construction qui, moi, m'a un peu gêné. Surtout qu'on devine à un moment donné que finalement, chacune va arriver à un moment, on va raconter l'histoire de chacune. Et donc, c'est pas très fluide. Ça. Oui, voilà, c'est effectivement cette cassure régulière qui fait que ce livre, qui a une vraie puissance de feu, quelque chose effectivement de très politique, de très social et en même temps de très romanesque,
perd parfois du souffle avec ces inserts, là, ces portraits. Là. Mais elle a quand même beaucoup de talent, Sandrine Colette. Elle a beaucoup de talent, Sandrine Colette. On la suit depuis le début et on va continuer. Donc, ça s'appelle Les larmes noires sur la terre et c'est publié, ça vient juste de paraître chez De Noël dans la collection Sueur froide. Et on va passer à un troisième livre. Là aussi, alors là, complètement rural noir, d'un auteur français qui s'appelle Colin Niel. Ça s'appelle Seules les bêtes. Et ça paraît, comme tous les précédents romans de Colin Niel, au Rouergue, collection Rouergue Noir. Alors jusqu'à présent, Colin Niel avait écrit 3 romans qui se passaient tous en Guyane, qui ont été très remarqués. Moi, j'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, j'avais eu le plaisir d'animer un débat avec lui à Quai du Polar l'année dernière. C'est un garçon très intéressant. Et ses romans en Guyane, il connaît bien la Guyane. Il y est allé longtemps et était très juste et très intéressant. Et là, en fait, changement de décor, on est en France, et là on est vraiment au cœur de la France, on est dans le Massif central, dans une région de Causse, et un endroit, en fait, c'est typiquement la campagne désertifiée, c'est-à-dire les exploitations agricoles. Là, c'est des exploitations de polyculture élevage, beaucoup des élevages de moutons, c'est le Causse, c'est pas riche, et c'est en fait une campagne complètement désertifiée. C'est-à-dire que les exploitations, il n'y a plus qu'une seule personne seule qui s'en occupe, avec des hommes qui ont beaucoup de mal à trouver une femme. Oui, ce début, enfin, en fait, ce livre, c'est à la fois un thriller et un roman aussi psychologique et sociologique, parce qu'on est avec des personnages extrêmement solitaires, un homme qui quasiment ne parle plus, qu'à ses bêtes, une assistante sociale qui va venir le voir et qui elle-même est en quête elle est dans la solitude, même si elle est mariée. Parce que solitude du couple, en fait, puisque c'est un couple qui n'a plus aucune relation. Et ce début, comme ça, où chaque chapitre est une voix différente, donc le berger, l'assistante sociale, le mari, d'autres personnages qui vont venir, sont tous confrontés à la solitude et l'affrontent comme ils peuvent, c'est-à-dire mal. Ce qui est vraiment passionnant dans ce livre, et qui, moi, m'a surprise, parce que j'ai commencé en me disant, des personnages qui parlent à chacun leur tour, on l'a vu avec Christian Kieffer, on se dit que tout ça va filer doux. Il y a une disparition, il y a un meurtre. Oui, il faut peut-être dire le point de départ du livre, c'est qu'en fait, tout s'organise autour de la disparition d'une femme. Cette femme, en fait... Oui, je suis un peu confuse. C'est vrai. Non, pas du tout. Vous avez raison, il faut reprendre au début. Alors, cette femme, en fait, elle est mariée avec un homme, un gars du pays, en fait, mais qui a fait fortune, qui est parti à l'extérieur, qui a bien réussi économiquement, qui a fait de la politique, puis il revient au pays avec sa femme, il se construit évidemment une magnifique maison, bien plus belle que celle de tout le monde, et cette femme, un beau jour, on retrouve sa voiture abandonnée au coin d'un chemin, et elle, on ne sait pas où elle est, donc ça part là-dessus. Et en fait, il va y avoir effectivement 5 voix, chacun va donner des bribes de l'histoire, et ce qui est très intéressant quand même, sur le plan, alors là, du polar lui-même... C'est une construction très fine. C'est très fine, c'est très fin, parce qu'en fait, quand on a lu le premier récit, celui d'Alice, donc l'assistante sociale de la MSA, on pense avoir à peu près déjà compris les choses. Puis vient le récit de Joseph, qui est, vous en avez parlé... Le berger. Ce berger solitaire, sa mère est morte, et il vit tout seul, il est dans une solitude qui confine à la folie d'ailleurs. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on a une toute autre vision, on en apprend, on oublie, on s'aperçoit qu'on n'avait pas compris du tout, et à chaque fois, ça va être comme ça jusqu'au bout. Ça, c'est fort. Et en fait, c'est du thriller avec une construction de thriller, et je dirais que c'est un thriller plus, c'est-à-dire qu'il ajoute à cette histoire qui est extrêmement bien construite, où on se fait balader tout le temps, on se dit mais ça on a compris, puis finalement on n'a pas compris, et où il y a des changements de ton, parce que chaque personnage, il arrive à trouver pour chaque personnage la bonne voix, la bonne voix de l'assistante sociale qui est là, très attentive, la belle voix du berger qui lui ne sait plus parler qu'à ses animaux, la voix aussi d'autres personnages dont on ne peut pas parler parce que sinon on vous dévoilerait trop de choses. Parce qu'à un moment donné, il y a un Africain, et c'est fabuleux parce que c'est d'une gourmandise et on sent qu'il a pris énormément de plaisir à changer les voix. Tout ça, c'est quand même une histoire où on avance un peu à l'aveugle et où on se fait vraiment avoir parce qu'il a énormément de talent pour faire ça. Et en même temps, derrière tout cela,
c'est aussi la société dont il nous parle, c'est-à-dire ce causse aride, où on vit mal, ou alors trop bien, où il y a la jalousie, il y a le regard en permanence des autres, où on est en train de se surveiller, où les gendarmes, il y a tellement de distance que les gendarmes ne parviennent pas effectivement à trouver des cadavres, si cadavres il y a. Et tout ça est fait avec beaucoup de subtilité. Donc en fait, c'est lisible pour tous, c'est-à-dire pour ceux qui chercheront une littérature sociologique, et puis pour ceux qui auront envie qu'on les prenne aussi dans un récit plein de surprises. C'est vraiment bien. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé, c'est ce thème de la folie, en fait, parce qu'on est... ça ne m'étonne pas de vous, ça. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai qu'en fait, il y a deux personnages, essentiellement, un peu tous, mais deux personnages dont la solitude est telle qu'en fait, ils en deviennent fous. Et il y a quelque chose... Alors là, c'est très compliqué parce que je ne peux pas en parler. Parce que c'est vrai qu'on est là un peu sur faire attention. Je dévoile le fin mot de l'histoire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une forme de folie qui fait que ce monde dans lequel ils vivent est tellement solitaire, tellement déshumanisé, qu'on va se réfugier dans le virtuel. Et ça, c'est très contemporain aussi. Et ça, bon, on ne peut pas en dire plus, mais ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, il faut le lire. Colin Niel, Seules les bêtes, au Rouergue, dans la collection Rouergue Noir. Ben voilà, on vous a proposé 3 livres. J'espère que ça a donné envie à tous d'aller vivre à la campagne. Oui, je ne suis pas absolument certain que les offices de tourisme se serviront de ces livres-là pour donner envie aux gens de venir s'installer à la campagne. Et pourtant. Voilà, Christine, c'est fini. Oui, on va repartir en lecture pour préparer la prochaine émission. Je suis sûre que nous allons encore trouver des choses. Voilà, vous savez que vous pouvez nous retrouver, si vous le souhaitez, sur notre blog, puisqu'on a une émission comme ça en vidéo toutes les 3 semaines. Et puis, dans l'intervalle, nous mettons des posts de blog sur des livres, ou bien sur des festivals, ou bien des rencontres avec des auteurs. Et bien entendu, vous êtes invités à venir vous aussi vous exprimer sur ce blog, à nous donner vos réactions, et puis même des suggestions, parce qu'il y a tellement de livres, donc les uns et les autres, la panique, quand on voit arriver les piles de livres, c'est d'en manquer un important, donc n'hésitez pas. Voilà, donc on se retrouve sur le blog, et puis pour cette émission en vidéo dans 3 semaines. Bye bye. Au revoir. Télérama, Cercle Polar, les dessous du roman noir.